Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. Il n'y a plus qu'un jour, une seule journée, enfin deux, pour être honnête. Il y a aujourd'hui et il y a aussi demain pour s'inscrire sur les listes électorales au Maroc. 2026 sera une année électorale. Exactement. Une date à retenir, le 31 décembre, soit demain, jour où les citoyens marocains peuvent encore s'inscrire sur les listes électorales, condition indispensable pour participer aux élections législatives de l'an prochain, comme vous l'avez dit Rachid. Un rappel lancé par le ministère de l'Intérieur alors que la participation citoyenne reste un enjeu central de la vie démocratique. Et selon Le Matin, peuvent s'inscrire tous les citoyens âgés de 18 ans. Et si ce n'est pas encore fait, rien de plus simple. La démarche est largement digitalisée via le site listeélectorale.ma en envoyant le numéro de votre carte d'identité nationale par SMS au 27 27. Il est aussi possible de vérifier si vous êtes inscrit et surtout de le faire si ce n'est pas encore le cas. Des démarches permises également en présentiel en vous rendant au bureau d'inscription ouvert au niveau des communes ou arrondissements. Point important sur lequel insiste également l'article, les femmes restent sous-représentées avec seulement 35% des inscrits selon les données provisoires du ministère. Et ce délai du 31 décembre concerne également les listes électorales des chambres professionnelles, telles qu'elles précisent que les acteurs des chambres d'agriculture, de commerce, d'industrie, de services, d'artisanat et de la pêche maritime doivent eux aussi s'inscrire avant la fin de l'année. Les professionnels déjà inscrits mais souhaitant modifier leur catégorie, leur circonscription ou leur chambre sont également appelés à déposer une demande dans ces délais. Mais au-delà de l'inscription, c'est toute la moralisation du processus électoral qui est en jeu au Maroc. Maroc Diplomatique rappelle que le pays a engagé une réforme en profondeur du cadre électoral validée par la Cour constitutionnelle. Conditions d'éligibilité renforcées, exclusion des candidats condamnés ou poursuivis pour infractions graves, durcissement des sanctions contre la fraude et la désinformation, y compris sur les réseaux sociaux. Les nouvelles règles visent à garantir des élections transparentes, crédibles et intègres. Et autre objectif fondamental, restaurer la confiance des citoyens dans les institutions élues et renforcer la représentativité, notamment des jeunes et des femmes. Alors plus qu'15 jours, plus ou moins 2 pour s'inscrire, un geste simple mais déterminant, car la démocratie commence d'abord par le droit comme le devoir de voter. Alors on continue de parler de campagne, mais alors cette fois de ruralité, pas de campagne électorale, avec les campagnes, en tout cas les zones rurales qui offrent de nouvelles opportunités de carrière aux jeunes Africains. Et oui, pendant longtemps, on le sait, Rachid, la campagne, c'était un seul chemin, le départ vers la ville. Et aujourd'hui, c'est parfois l'inverse, avec des jeunes qui reviennent au village pour y construire une carrière parce que la vie urbaine devient trop chère, trop précaire. Et Africa News suit Phili Mangassa, 33 ans au Sénégal, master en criminologie, qui avait comme rêve d'être professeur à Dakar, mais rattrapé par la réalité. Et aujourd'hui, grâce à la culture de l'arachide, il explique dégager environ 2 millions de francs CFA de bénéfices par an, soit autour de 3 500 $, au-dessus du revenu annuel moyen estimé au Sénégal. Car derrière cette bascule, il y a aussi un contexte, une réalité. La Banque africaine de développement estime que 10 à 12 millions de jeunes Africains arrivent chaque année sur le marché du travail pour environ 3 millions seulement d'emplois formels créés. Et autre voie de retour au rural, l'écotourisme. Au nord du Rwanda, région au paysage époustouflant, le 360 raconte l'histoire de Fraterné Manishimwe. Après ses études, il revient aussi au village et crée Kwanza House. Il explique que Kwanza signifie premier en Swahili. Il a choisi ce nom car c'est le premier établissement hôtelier de ce type dans son village. Son idée, démocratiser un tourisme souvent jugé trop cher avec une offre cette fois locale, camping, restaurant, randonnée, observation des oiseaux. Une activité qui a aussi beaucoup de retombées directes, des jeunes formés pour faire guide, serveur, cuisinier ou encore chauffeur. Et si on élargit ce que l'on voit, c'est toute une génération qui n'attend plus le travail stable. Elle réécrit sa trajectoire. Dans The Conversation, le psychologue sud-africain Cobus Marie rappelle que le marché du travail est devenu imprévisible. On ne cherche plus un métier pour la vie, mais la capacité à s'adapter, à rebondir, à donner du sens. En somme, ce que
que raconte cette tendance est simple. Quand la ville étouffe, la campagne peut redevenir un horizon. Et la ruralité n'est plus seulement un point de départ, elle redevient un choix de carrière pour une jeunesse africaine éduquée et ambitieuse. Quand on dit qu'il faut se méfier, il faut se méfier. Et la presse s'interroge ce matin sur l'intelligence artificielle qui construit l'information. Oui, on le sait, nos réflexes aujourd'hui ont plus ou moins changé pour s'informer. Avec aujourd'hui une question, un prompt, et l'IA nous répond. Mais il y a un détail qu'on oublie souvent. L'IA n'est pas une rédaction d'un média, c'est un intermédiaire. Et aujourd'hui, le Maroc le rappelle très bien. L'IA n'a pas de connaissances. Sa seule compétence, reformuler. Elle organise des contenus produits par des humains visibles sur le net et surtout ceux qui remontent le plus. Forums, réseaux sociaux, plateformes très référencées. Autrement dit, ce qui est abondant et répété et a plus de chances d'être partagé, même si ce n'est pas toujours le plus fiable. Et c'est là que naît l'illusion. L'IA a un ton neutre, une structure impeccable, mais une information qui peut refléter des biais dominants. Une situation qui stimule donc la prolifération de fake news. Et on pourrait croire que les adolescents sont les plus exposés, mais la dépêche nous dit qu'en réalité, les seniors sont les premières victimes. Dans cet article, le psychologue Serge Tisseron explique que beaucoup n'ont pas grandi avec les réseaux sociaux. Ils ont été habitués à une information en silo et sur Internet, ils ont tendance à rester sur le premier site recommandé sans comparer, ce qui les rend très vulnérables aux infox et surtout aux deepfakes. Mais ne nous méprenons pas, les jeunes ne sont pas moins sensibles. Parfois, ils sont juste un peu plus stratèges. Et La Montagne raconte que sur TikTok, des comptes fabriquent des fausses annonces choc avec des images d'illustration et voix générées par l'IA parce que l'émotion fait de l'engagement. Car aujourd'hui, l'information sur les réseaux sociaux est devenue un business qui explose, comme le rappelle justement le titre de l'article, avec un mécanisme simple, la monétisation qui répond à une équation. Plus de vues est égal à plus d'argent. Reste une question, peut-on freiner la machine ? Pas de bouton magique pour l'instant, mais une chose ressort dans Radio Classique, le rôle des médias traditionnels qui redevient central. Pas pour faire la morale, mais pour donner des repères, vérifier, contextualiser et surtout réinstaller un réflexe simple. On ne croit pas une info parce qu'elle est bien racontée, on la croit parce qu'elle est vérifiée, plurielle. Et aujourd'hui, le danger de l'IA n'est pas qu'elle invente, mais qu'elle peut étouffer une diversité de pensée essentielle, rappelons-le, à l'équilibre de toute société. Je vous le disais, Mariam, notre métier oui, a encore de l'avenir. Évidemment. Encore de l'avenir. Allez, nous sommes aujourd'hui le mardi 30 décembre, avant-dernier jour de l'année 2025. Quel autre 30 décembre avez-vous retenu dans l'histoire ? Un très beau 30 décembre de l'histoire du Maroc. Et donc, je vous emmène en 1983, jour qui pose un acte discret, mais qui illustre un symbole immense de tolérance. Par une charte royale adressée au pape Jean-Paul II, Feu Sa Majesté le roi Hassan II reconnaît officiellement les droits de l'Église catholique au Maroc, liberté de culte, d'organisation, d'enseignement et d'action sociale. Mais cet acte n'est pas nouveau, il s'inscrit dans une longue tradition marocaine de tolérance religieuse. Depuis des siècles, les sultans marocains ont garanti aux chrétiens présents sur le sol du royaume le droit de pratiquer leur foi. Des daïrs ont protégé religieux et commerçants européens, autorisé la libre circulation et assuré la sécurité des lieux de culte, non par calcul diplomatique, mais par une vision humaine et spirituelle, celle d'un Maroc terre d'islam ouvert à l'autre. Voilà peut-être la leçon marocaine, la leçon de cette éphéméride. Dans un monde qui rejette, le Maroc rappelle que la foi peut rassembler, que la différence n'est pas une menace et que la tolérance, le plus fort ciment de notre humanité. Ouais, c'est bien dit. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna.